deuxième jour de la visite du président de la République à Niamey au Niger. Ibrahim Boubacar Keïta et Mahamadou Issoufou ont parlé de paix, de la mise en œuvre de l'accord d'Alger et aussi des programmes de coopération bilatérale. Le Niger ouvrira une ambassade dans les mois à venir ici à Bamako. Vendredi 4 septembre, dans 2 jours, le président de la République bouclera 2 ans d'exercice du pouvoir sur les 5 ans de son mandat. La rédaction, à partir de ce soir, ouvrira un large pan sur tout ce qui a été fait dans différents domaines de développement. Premier numéro, la réforme de l'armée engagée depuis. Mercredi 2 septembre, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République poursuit sa visite de travail à Niamey au Niger. Il s'est entretenu ce matin avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou. Entretien d'ailleurs qui a été élargi aux 2 délégations et ça a été l'occasion de passer en revue les programmes de coopération bilatérale. Les discours des 2 présidents ont été centrés sur la paix, la mise en œuvre de l'accord signé par les différentes parties. Nous aurons le compte rendu de nos envois spéciaux à Niamey, Sira Bachili et Aliou Touré au cours de ce journal. Ce message du président de la République suite aux attaques contre les forces armées du Mali à Tombouctou, c'est donc avec un sentiment de profonde affliction et d'indignation que j'ai appris la nouvelle de l'attaque meurtrière en rupture avec le cessez-le-feu en vigueur contre des éléments des forces armées du Mali dans le secteur de Tombouctou le mardi 1er septembre 2015. Je condamne avec la dernière vigueur cet acte lâche et insensé qui trahit le désespoir total d'individus dont les actes jurent d'avec leur engagement à appliquer les mesures de mise en œuvre effective de la paix et de la réconciliation au Mali. Je présente mes très sincères condoléances aux forces armées du Mali, aux familles des disparus ainsi qu'à l'ensemble de la nation malienne. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés auxquels les services compétents de l'État apporteront tous les soins appropriés. En ces heures graves, je voudrais inviter l'ensemble de nos forces armées et de sécurité à redoubler de vigilance afin de faire échec aux basses manœuvres des ennemis de la paix. Par la même occasion, je voudrais appeler à davantage de collaboration et d'intelligence entre les forces armées et de sécurité et les populations pour débusquer à temps prévenir les actions de violence et mettre hors d'état de nuire les personnes et les groupes qui n'ont d'autre dessein que de semer la terreur et la désolation. Je renouvelle ma totale confiance en nos forces armées et de sécurité, fiers descendants d'une lignée de preux soldats entièrement dédiés à la défense de l'intégrité du territoire national, ainsi qu'à la protection des personnes et de leurs biens. Ils auront dépassé ces provocations et actes désespérés, éviter la diversion dans les rangs et accomplir efficacement leurs missions habituelles. Enfin, je voudrais rassurer la communauté internationale quant à notre détermination à respecter et faire respecter tous les engagements auxquels le Mali a souscrit dans le cadre du processus d'Alger. C'est aussi le lieu d'exprimer au nom du peuple du Mali et au mien propre notre profonde gratitude à la communauté internationale pour tous les sacrifices consentis pour la paix au Mali et dans le Sahel. C'était donc le message du président de la République suite à l'attaque dans la région de Tombouctou contre les forces armées maliennes de sécurité. Et ce communiqué du gouvernement, le gouvernement porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que ce mercredi 2 septembre aux environs de 5 heures du matin, une pinasse a chaviré à Bangou dans la commune rurale de Deboy, dans le cercle de Youvarou. Aussitôt informés, les autorités ont dépêché des équipes de secours sur les lieux. À l'heure actuelle, le bilan provisoire est de 18 morts, 4 disparus et 70 rescapés, dont 8 membres de l'équipage.
En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente ses condoléances aux familles endeuillées. Le gouvernement informera l'opinion publique de l'évolution de la situation. Il rassure que toute la lumière sera faite sur les circonstances de cet accident. Le gouvernement du Mali. Sécurité, question sécuritaire du G5 Sahel. La réunion préparatoire des experts du processus de Nouakchott se tient au Centre international de conférence ici à Bamako, et cela depuis ce matin. Cette rencontre qui vise à élaborer un document sur la situation sécuritaire, ce qui va contribuer d'ailleurs à renforcer la sécurité dans notre espace d'intérêt commun et créer ainsi les conditions de développement dans l'espace sahélo-saharien. Et ce document des experts sera présenté aux différents chefs d'état-major des pays membres du G5 Sahel pour approbation, nous dit Daouda Sidiki Diarra. Stabilité dans la région sahélo-saharienne, les pays du G5 Sahel en font leur cheval de bataille. La présente réunion se situe dans le cadre de suivi des décisions qui ont été prises lors de la réunion ministérielle de Niamey en février 2014 et lors du sommet des pays membres du processus de Nouakchott en décembre 2014. Au cours de ces différentes rencontres, il a été convenu que les États de la région renforcent leur coopération sécuritaire. Il s'agira donc pour nous d'examiner les propositions contenues dans le rapport de la Commission de l'Union africaine sur le suivi de la déclaration du sommet du 18 décembre 2014 des pays membres du processus du Nouakchott, en ce qui concerne notamment les patrouilles conjointes, les unités mixtes et la création d'une force d'intervention pour le Sahel dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de la MINUSMA. Le processus de Nouakchott lancé en mars 2014 vise des objectifs. Le premier a connu des avancées significatives. Nous avons enregistré des avancées importantes en ce qui concerne la coopération sécuritaire, notamment à travers la tenue régulière de réunions des chefs des services de renseignement et de sécurité et d'autres activités connexes, notamment des activités de renforcement des capacités. Et ce volet-là a connu donc des avancées importantes dont nous devrons nous féliciter. Évidemment, ce travail doit se poursuivre. En revanche, le deuxième point lié à l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région n'a pas enregistré les mêmes avancées. Et pourtant, elle est tout aussi importante au vu de l'inadéquation de la couverture géographique des différentes structures qui existent par rapport à la configuration de la région sahélienne. Il est d'autant plus urgent d'avancer sur cette voie que les défis sécuritaires auxquels la région est confrontée demeurent complexes. Il est à noter que cette rencontre regroupe une soixantaine de participants venus des 5 pays membres et les représentants de l'Union africaine et des organisations internationales. Je vous le disais dans le titre, le 4 septembre à venir, dans 2 jours, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, sera à 2 ans d'exercice du pouvoir. Ce soir, nous ouvrons la série de documents retraçant ces 2 ans, mettre les forces armées et de sécurité dans les conditions les meilleures afin qu'elles puissent accomplir leur mission de défense du territoire national, celle des personnes et de leurs biens. Cette promesse de campagne de Ibrahim Boubacar Keïta se traduit en actes concrets de plus en plus. Aujourd'hui, la réforme de l'armée est en marche, la dotation des forces armées en équipement et l'amélioration de leurs conditions de vie sont quelques exemples illustratifs de cette vision du chef suprême des armées. Toutes ces actions sont entreprises conformément à l'esprit de la loi d'orientation et de programmation militaire adoptée, on le rappelle, c'était en février dernier par les députés. Ces efforts sont soutenus par une politique de formation accrue initiée par le Mali et ses partenaires. Et la finalité étant de permettre aux forces armées maliennes de faire face aux menaces nouvelles. Premier numéro donc de la série Réforme de l'armée avec Mohamed Diarra. Il y a des hommes qui peuvent trahir, mais le Malien de tout temps a été, même au service de la puissance coloniale, et demeuré toujours fidèle à son engagement, toujours fidèle à son serment.
Le Mali revient de loin. En 2012, notre pays fait face à une rébellion armée appuyée par des narcotrafiquants et des pseudo-djihadistes. En face de ces groupes armés, une armée mal formée et sous-équipée. La suite est connue. Dans l'honneur et la dignité, les forces de défense et de sécurité se ressaisissent. Il fallait donc réarmer la Grande Muette pour éviter le chaos de 2012. Je vous donne l'engagement pour l'armée malienne, force de sécurité du Mali, Inch'Allah, serré dans les conditions de demain pour vos missions. On ne peut pas envoyer des hommes au front s'il n'y a pas le minimum. Formation, équipement, moyens de mission. Je vous le dis solennellement. Et je ne veux pas demain avoir une demande à faire la vous êtes surpris. Demain cela changera. Vous serez dans les conditions de service pour la patrie. Cette volonté du président de la République, chef suprême des armées, se concrétise après 2 années à la tête du Mali. Nous avons constaté qu'après les événements, il y a quand même un esprit de réorganisation de l'armée. Et c'est pour cela que nous sommes en train de voir une certaine structuration de l'armée qui met l'accent beaucoup sur la formation. Et on est en train aussi de renforcer les outils pour pouvoir maintenir la sécurité aux différents niveaux. Aujourd'hui, vraiment, on commence à avoir confiance parce que même leur habillement a changé par rapport aux années précédentes. L'équipement moral se fait peu à peu. Vous savez, c'est un peu comme la pyramide de Maslow. Tant que les besoins primaires ne sont pas comblés, il est difficile d'aborder les besoins secondaires. C'est pour cela que vous avez vu comment ce qu'on a équipé, ne serait-ce qu'en termes d'uniforme, l'ensemble des forces armées. Le programme d'équipement a commencé. Renforcement des capacités opérationnelles des forces aériennes, renforcement aussi des capacités des forces terrestres du point de vue de leur mobilité et de leur puissance de feu. Les recrutements aussi ont commencé. Tout ça pour avoir un effectif capable de faire face aux défis actuels. Défis de sécurisation, protection des personnes et de leurs biens sur l'ensemble du territoire, protection de nos frontières, mais aussi et surtout par rapport à l'actualité, construction de la paix. Le processus de réforme du secteur de la sécurité n'est qu'à ses débuts. Et comme son nom l'indique, c'est un processus. Un processus donc suppose qu'il y a un début et une continuation. C'est quelque chose qu'on ne commence pas aujourd'hui pour attendre des résultats demain. Mais cela ne veut pas dire que les forces sont restées stagnantes. Vous le constatez, les derniers événements sont suffisamment parlants d'eux-mêmes. Il y a eu la prise d'otage de Sévaré. Vous avez bien vu que nos forces nationales ont été capables de faire face à cette situation et de neutraliser le problème à la base. En plus de la création du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité, le Mali s'est doté d'une loi d'orientation et de programmation militaire pour les 5 années à venir. Le projet de loi a été voté par les députés le 20 février 2015. L'esprit, normalement, en tout cas, d'une loi de programmation militaire, c'est de pouvoir faire en sorte que l'armée puisse avoir ses propres programmes. Mais il faudrait, et je pense que c'est extrêmement important, penser à l'industrie malienne. Qu'il faudrait qu'il y ait une adéquation entre l'armée et l'industrie malienne pour voir, avec nos différents industriels, tout ce qu'on peut produire localement et qu'à terme, nous puissions avoir une industrie militaire par nous, pour nous. Et cette loi permettra de renforcer l'armée malienne du point de vue de la qualité même du personnel, recrutement en quantité et en qualité, permettra de renforcer l'armée malienne du point de vue de la qualité de la vie du soldat, construction d'infrastructures, amélioration d'un certain nombre d'éléments de rémunération et d'accompagnement du soldat dans sa carrière, permettra aussi, troisièmement, de renforcer l'armée malienne du point de vue de son équipement et de son efficacité opérationnelle. De la même manière, le ministre de la Sécurité aussi a mis en place un comité sectoriel qui est dirigé par un inspecteur général et qui comprend l'ensemble des structures du ministère de la Sécurité
ainsi que des partenaires comme ECAP ou bien la MINUSMA pour les aider à réfléchir sur les différentes réformes qui sont envisageables au niveau du ministère de la Sécurité pour que les forces de sécurité également soient à hauteur de mission. L'adoption de cette loi vise à doter le Mali d'un outil de défense capable de préserver l'intégrité territoriale. Notre rêve, c'est d'avoir une armée forte, bien équipée, surtout bien formée. Parce que la guerre, ce n'est plus une guerre de force, c'est une guerre de stratégie. Ce peuple est en phase avec ses dirigeants, lesquels apportent déjà des débuts de solutions aux préoccupations de l'homme de la rue avec le concours de ses amis. La cérémonie d'aujourd'hui est donc une réponse du peuple chinois aux besoins du peuple malien, ce qui montre en suffisance l'attachement que la Chine ne cesse de témoigner au renforcement de nos relations bilatérales. Ce don de matériel sera destiné à améliorer la capacité des forces de sécurité, de l'administration des femmes et de la protection de l'environnement, de l'assainissement, en un mot, dans les secteurs étroitement liés au bien-être de la population malienne. L'équipement des hommes s'accompagne de leur formation. L'insécurité présentant de nouveaux visages, les forces de défense et de sécurité doivent être capables de faire face aux menaces nouvelles. Et pour cela, le Mali bénéficie du soutien de l'EUTM. À la date d'aujourd'hui, l'EUTM a formé 6 bataillons, tous opérationnels. Comme l'UTM, la mission de l'Union européenne ECAP Sahel s'installe au Mali au bon moment, avec comme mission première d'assister le gouvernement dans la réforme des forces armées et de sécurité du Mali. Votre vision, Monsieur le Président, est de mettre fin à une période douloureuse pour le Mali. Le rétablissement de la sécurité dans votre pays interpelle votre gouvernement et vos citoyens, mais également vos amis et partenaires. Il est devenu un enjeu majeur pour nous, les Européens, qui entretenons avec vous, les Maliens, des relations privilégiées. Vous avez fait appel à l'Europe pour vous accompagner sur le chemin de la paix et de la stabilité. L'Europe vous a répondu. Ces 2 missions, quasiment les bras droit et gauche de la délégation de l'Union européenne, sont l'expression de la solidarité extraordinaire de l'Europe pour le Mali pendant cette période critique de sa stabilisation. EUTM et ECAP reflètent la volonté de l'Europe de vous soutenir sur le terrain pour retrouver votre autonomie sécuritaire. Chacun comprendra aisément l'intérêt d'une telle mission. Nous sortons d'une crise à peine. Nous en sommes encore dans les méandres. Donc sortir de cette crise-là, il faudra bien que nos forces de sécurité soient déployées sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui également, partout, en nos villes, en nos campagnes, se posent des problèmes aigus de sécurité. Que nos forces soient outillées pour le maintien d'ordre, pour la sécurisation des populations et de leurs biens, voilà une bonne chose. Et je crois que là, l'Union européenne est à son devoir, qui déjà nous assiste dans la formation de l'armée nouvelle malienne par l'EUTM, et UCAP est un plus. Aujourd'hui, les menaces sécuritaires sont telles qu'aucune nation à elle seule ne peut y faire face. La coopération régionale, voire internationale, est plus que nécessaire. C'est pour ça que nous avons pris l'initiative de mettre en place un dispositif sous-régional eu égard aux menaces qui nous concernent, avec un certain nombre de nos pays, des pays voisins du Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, de manière à ce que nous puissions avoir des opportunités pour articuler nos forces et définir ensemble les options tactiques nécessaires pour que ces menaces puissent être circonscrites. L'objectif est clair et net, doter quel qu'en soit le prix l'armée malienne des moyens adéquats pour défendre le territoire national. Mon souci permanent aujourd'hui est de faire en sorte que ces soldats puissent être fiers de servir dans leur armée et qu'ils aient l'assurance que le sacrifice quotidien qu'ils consentent est reconnu. Et nous devons faire en sorte que ce séjour au sein de l'armée soit empreint de fierté et d'assurance, que la troupe se convainque que le commandement militaire et politique
est permanemment soucieux de son bien-être. Soldats du Mali, armée du Mali, vous êtes mon arme de décision. Vous êtes l'arme de ma décision politique. C'est sur vous que je dois dire en face du monde, avec fierté, détermination, engagement constant, le Mali. Soldats du Mali, je suis venu ici aujourd'hui vous dire mon engagement total à faire de notre armée nationale une armée parmi les meilleures, Inch'Allah. Notre mission n'est pas de venir jouir benoîtement d'un pouvoir, mais de servir le Mali. Et servir le Mali aujourd'hui, c'est servir nos forces armées de défense et de sécurité. Les mettre à hauteur de souhait. Et pas que matériellement, moralement. Vous avez des familles qui doivent trouver des logis décents. Et il est temps que l'on vous sorte des quartiers. Il est temps que le rassemblement de nos éléments de défense et de sécurité puisse se faire dans les conditions dignes de toute force de défense et de sécurité à travers le monde. Cela est ma mission. En tout cas, la réforme des forces de défense et de sécurité se fera grâce à l'implication du peuple malien. Car l'idée que la sécurité et la défense nationale relèvent uniquement de la responsabilité des forces de l'ordre est révolue. Tout le monde doit être convaincu que la règle générale sera désormais la collaboration entre le peuple et son armée. Voilà, et le deuxième numéro vous sera présenté demain dans le journal de demain, et ce numéro portera, le deuxième numéro portera sur paix et réconciliation nationale, un dossier réalisé par Amadou Sankaré. L'actualité sur un tout autre plan, les 13 bacheliers bénéficiaires de la bourse d'excellence de la France au titre de l'année 2015 ont reçu aujourd'hui leurs documents de voyage. La cérémonie de remise de ces pièces a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale et en présence de notre reporter Nouhoum Sissoko. Ils sont 13 bacheliers de 2015 à se distinguer excellents parmi les meilleurs à l'issue du concours d'excellence. Ces jeunes qui bénéficient ainsi de la bourse d'excellence vont entreprendre des études supérieures en France. Ils étudieront dans les domaines de l'économie, de la cristallographie, de l'industrie sucrière, de l'informatique appliquée à la gestion, de l'ingénierie des géoressources, eau et environnement. Cette remise de passeport marque la mise en route des lauréats pour la rentrée universitaire 2015-2016. Aujourd'hui, un nouveau challenge commence pour nous et nous mesurons l'immense responsabilité qui pèse désormais sur nos épaules. Vous avez devant vous cet après-midi de jeunes Maliens qui, à la fin de leur formation en France, s'engagent à revenir valablement servir le pays. Le programme de formation d'excellence a été mis en place par les gouvernements français et maliens il y a 15 ans. Il vise à doter le pays de cadres selon les besoins afin d'impulser le développement. On se rend compte que sur les premières promotions, on a des chefs d'entreprise, on a des enseignants à l'université, on a des experts dans un certain nombre de cabinets d'études ou d'expertise, des experts en informatique aussi. C'est des jeunes femmes et des jeunes hommes qui contribuent vraiment au développement de ce pays. Vous êtes les ambassadeurs du peuple malien. Dans votre quête de savoir et de connaissances, gardez toujours en ligne de mire la flamme du développement de votre pays. Et dès à présent, soyez prédisposés à retourner au pays pour venir servir. Le ministre Togo a remercié l'administration scolaire, les enseignants et parents d'élèves pour les efforts inlassables dans la réussite des enfants.
Le mandat du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, prendra fin en 2016. Et pour le réseau de développement de communication des femmes africaines, Moussonet, la manière de choisir le meilleur candidat en secret et par seulement 5 pays est loin de faire l'unanimité. Et c'est en vue de trouver le candidat idéal pour les 193 pays membres qu'il propose la campagne mondiale 1 pour 7 milliards, déjà soutenue par des organisations et des personnes déterminées à donner un souffle nouveau à l'institution onusienne. Le plan de campagne a été dévoilé ce matin aux hommes de médias et c'était au centre Awa Keita. Fademba Keita, compte rendu. Le secrétaire général a un rôle prépondérant à jouer dans la bonne marche de l'Organisation des Nations Unies. Compte tenu de la gravité des défis auxquels l'humanité est confrontée et des pratiques reconnues comme inadaptées, le réseau de développement et de communication des femmes africaines Moussonet estime qu'il est temps de revoir globalement la façon dont les membres de l'ONU choisissent le futur dirigeant de cette institution. Afin de trouver le meilleur candidat pour l'ONU, il propose la campagne mondiale 1 pour 7 milliards. Nous voulons que le nouveau secrétaire général soit désigné de façon démocratique et de façon inclusive pour que tous les États membres qui ont aujourd'hui des droits et des responsabilités puissent intervenir pour désigner. Nous voulons aussi que dans l'histoire de désignation du secrétaire général des Nations Unies, que cette fois-ci qu'il y ait des candidates femmes. Nous voulons que des femmes soient vraiment, compte tenu de leurs compétences et de leurs capacités, puissent intervenir à ce niveau de responsabilité. Nous voulons aussi que le mandat soit revu, au lieu qu'il y ait 5 ans renouvelables une fois, qu'il y ait un mandat plein de 7 ans pour permettre au secrétaire général vraiment de poser des actes concrets et de pouvoir mener son agenda dans de très bonnes conditions. Ce besoin de réformes urgentes fait suite au constat fait durant les 20 dernières années par la grande majorité des gouvernements qui notent avec amertume que le processus actuel est inadapté au choix d'un candidat potentiel. Surtout qu'à l'heure actuelle, le secrétaire général de l'ONU travaille avec 193 États membres, dirige plus de 40 000 employés et supervise le travail de 30 fonds, des programmes et organismes de l'ONU, sans compter la gestion des conflits, des questions humanitaires et du développement international. Les spécialistes de la médecine interne au Mali sont en conclave. Ils sont réunis en congrès où ils réfléchissent sur 2 thèmes, à savoir la maladie thromboembolique et la pathologie thyroïdienne. Objectif visé, montrer la diversité et le haut niveau de qualité de la profession. Cérémonie suivie par Alpha Mega. La pathologie thyroïdienne et la maladie thrombolique sont 2 maladies qui posent le problème de santé publique. Des spécialistes sont réunis ici. C'est à la faveur d'un congrès. Les objectifs de ce congrès, c'est de montrer le haut niveau de notre spécialité qui est la médecine interne, premièrement, et deuxièmement, de tisser les relations avec la communauté des internistes, d'une part, et avec les spécialistes d'organes, d'autre part. Ainsi, 2 principaux thèmes seront débattus. Le premier thème, c'est la pathologie thyroïdienne, toutes les maladies liées à la glande thyroïde, qui représentent un problème de santé publique, avec des conséquences, c'est-à-dire un dysfonctionnement de cette glande thyroïde, avec des répercussions importantes, en particulier chez la femme enceinte et le fœtus et l'enfant, en particulier un retard de croissance. Le deuxième thème, c'est la maladie thromboembolique, c'est-à-dire la présence d'un caillot sanguin, soit dans l'artère, soit dans la veine. Le congrès en chiffre, c'est 2 jours, 168 communications, 9 conférences, 10 pays de l'Afrique prennent part à travers 20 sessions. Ce congrès permettra, à n'en point douter, à de nombreux médecins généralistes de bénéficier de l'expérience d'éminentes références internationales dans la prise en charge des pathologies thyroïdiennes et de la maladie thromboembolique. Mon département attachera une grande importance aux résolutions qui seront issues de vos 2 jours d'échange. En attendant les résolutions, il faut souligner que le Congrès a bénéficié du soutien du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta.
Visite de terrain à Kouré-Malé de l'Alliance des journalistes contre Ebola. Objectif constaté de visu les dispositions sanitaires prises au niveau des 3 cordons sanitaires contre Ebola dans la localité. Une visite qui a regroupé plusieurs décideurs de la localité. Bédi Koné était de cette visite. Le Mali ne connaît plus aucun cas d'Ebola. Rassurant. Mais la vigilance doit être de mise. C'est ce qui justifie la visite des terrains de l'Alliance des journalistes contre Ebola à Kouré-Malé, afin de s'enquérir du fonctionnement des 3 cordons sanitaires de la localité. Cette opération qui renforce les dispositifs sanitaires contre Ebola est réalisée grâce à l'appui financier de Save the Children. En tant que journaliste, on a mis une alliance en place depuis l'introduction du premier cas de la maladie à virus Ebola. Dès lors, on n'a pas relâché. Cette fois-ci, nous avons voulu venir à Kouré-Malé pour voir de visu ce qui se passe concrètement. À la frontière, ils travaillent et le dispositif mis en place est fonctionnel. Ce que j'attends de toujours, c'est de ne pas lâcher prise, parce que ce besoin d'informer la communauté est toujours là. À Kouré-Malé, l'hygiène et les mesures sanitaires sont strictes grâce à l'implication correcte des populations, des forces de défense et de sécurité. Avec les différents partenaires ONG, toute la sensibilisation continue, que ce soit au niveau des comités villageois, au niveau de la brigade de la jeunesse, qui sont mis au niveau de tous les villages frontaliers, ainsi que la brigade de la jeune au niveau de Kouré-Malé. Kouré-Malé, c'est un cas particulier. Donc tous ces comités fonctionnent normalement et le district a un coup d'œil sur l'ensemble des activités menées dans le cadre de la prévention contre la maladie à virus Ebola. Cette visite de l'Alliance des journalistes contre Ebola a permis de confirmer la présence effective des équipes de contrôle sur les cordons sanitaires de Kouré-Malé. Cérémonie de lancement de la première station GPS permanente de la ville de Caille par le cabinet Guidimé Top. C'était le week-end dernier à Caille et ce modèle calibré sur le réseau des points géodésiques de Caille servira dans les futurs travaux topographiques se rapportant au cadastre, au génie civil, au génie rural, entre autres. Caille, on fait le point avec Kansutu Kanouté. L'appareil du cabinet Guidimé Topo permettra de diminuer les problèmes fonciers et de freiner le comportement des non-professionnels. Conté est une fierté aujourd'hui pour l'ordre des géomètres experts. Il est le mieux équipé de tous les géomètres du Mali en termes de matériel. Cet appareil que nous avons nous permet, à partir de ça, faire l'aménagement du territoire. Nous permet également de procéder à une prise de risque en amont pour éviter les inondations. Nous permet également de mettre les infrastructures que nous voulons. Première du genre en République du Mali, cette station GPS du cabinet Guidimé Topo couvrira un rayon de 20 km environ avec une précision de l'ordre de 2 à 3 cm. Nous pouvons obtenir également la même précision au-delà de 20 km, mais en restant longtemps sur les points à lever. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que la ville de Caille est dotée d'un outil qui va considérablement réduire les superpositions des parcelles liées aux problèmes de rattachement. Je suis absolument fier que ce soit un opérateur privé qui le fasse et que ce soit à Caille. Pourquoi un opérateur privé? Parce que je suis convaincu que le développement d'un pays ne peut se faire que par les initiatives privées aussi. On ne peut pas tout attendre de l'État. Le représentant des maires, le coordinateur des chefs de quartier, le représentant de la direction des domaines ont tous salué cette belle initiative de Guidimé Topo qui permettra de prévenir les litiges fonciers, de mettre en confiance les populations. Nous sommes dans la région de Caille, justement, nous allons partager avec vous ce communiqué du ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement qui informe l'opinion nationale et internationale et principalement l'ensemble des transporteurs et usagers de la route de la rupture du trafic sur le corridor Bamako-Dakar par Diboli à cause d'un pont qui a cédé à Kidira, en territoire sénégalais. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement présente ses excuses aux transporteurs et usagers de la route pour le désagrément subi et rassure par la même occasion que toutes les dispositions ont été prises par les autorités sénégalaises en vue du rétablissement dans les plus brefs délais du trafic sur l'axe Bamako-Dakar par Diboli. Par ailleurs, le corridor Bamako-Kati, Kita, Saraya, Kédougou, Tambacounda, Dakar reste ouvert à la circulation.
Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement invite donc les transporteurs et les usagers de la route à la prudence. Suite à l'accord conclu avec la médiation, la section syndicale des travailleurs des impôts du Mali vient de lever son mot d'ordre de grève. Les travailleurs de ce secteur sont invités à reprendre le travail demain matin à 7h30. La déclaration est faite ici par le secrétaire général adjoint Ousmane Oumar Touré. Il est au micro de Mamourou Sidibé. Suite à la grève illimitée déclenchée le 1er septembre 2015 par la section nationale des travailleurs des impôts du Mali et à l'implication du ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État, les négociations ont abouti aux résultats suivants. Adoption du statut particulier et du plan de carrière accord. Relecture du décret 02-299 PRM du 3 juin 2002 portant répartition des produits, des amendes, confiscation, pénalité de primes sur les recettes budgétaires, accord. Et lecture définitive de l'arrêté 06-0797, barre MEF SG du 19 avril 2006, accord. Participation du syndicat au briefing, accord. Mise en place immédiate d'une commission de suivi et d'exécution des points de revendication par un arrêté du ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Accord. Les discussions seront ouvertes sur les points qui font l'objet de désaccords au sein de la même commission mise en place par le département en charge du travail et de la fonction publique. Au regard des avancées constatées et dans un souci de donner une chance au dialogue social, la section nationale des travailleurs des impôts du Mali décide de suspendre son mot d'ordre de grève illimité et invite ses militants à reprendre le travail dès diffusion du présent communiqué. La section syndicale remercie les plus hautes autorités du pays, la commission de conciliation et le ministre du Travail et de la fonction publique et de la réforme de l'État pour les efforts déployés. Elle remercie également ses militantes et militants pour leur engagement sans faille et le respect scrupuleux du mot d'ordre de grève illimité, qui a été un franc succès, et les assure qu'elle continuera avec honneur et dignité la lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Voilà, donc c'était donc la lecture du mot d'ordre de grève qui vient d'être levé. Les travailleurs de ce secteur des impôts, les travailleurs des impôts sont invités à reprendre le travail demain matin à 7h30. Lancement à Gao du projet d'appui à la société civile au redéploiement des institutions étatiques et à l'accès à la justice des populations de la 7e région. Un autre point qui va faciliter l'accès aux services de la justice aux usagers en général et aux personnes victimes des exactions commises par les occupants. Il est une initiative de la coordination régionale des actions des ONG de Gao. Gao, on fait le point avec Boubacar Bablin Touré. Ce projet d'appui à la société civile au redéploiement des institutions étatiques et à l'accès à la justice des populations de la région de Gao qui vient d'être lancé vise un objectif, à savoir faciliter l'accès à la justice aux populations vulnérables tout en consolidant l'état de droit dans la 7e région. Il est une initiative de la coordination régionale des actions des ONG de Gao qui compte en son sein une 60aine d'ONG. La MINUSMA, en collaboration avec la coordination régionale des ONG, a pensé que la fin de l'occupation et le retour progressif des institutions étatiques dans la région de Gao depuis janvier 2013 doivent nécessairement être accompagnés par un processus de restauration sociale permettant aux populations de demander justice et réparation des exactions dont elles ont été victimes. Ce projet qui durera 6 mois va permettre la formation de 45 jeunes juristes dans le cadre d'un bureau d'assistance. Ces jeunes ainsi formés doivent offrir un service gratuit d'orientation, de conseil juridique et d'assistance judiciaire. Cela au profit des personnes impliquées dans les procédures judiciaires et qui n'ont pas les moyens de se procurer d'un avocat. Ici au nord, la plupart des gens sont analphabètes. Ils ont des problèmes, mais malheureusement, ces problèmes souvent créent des désordres, des troubles même au sein de la société qui ne vont jamais être réglés. La région de Gao est l'une des régions du nord du Mali où de nombreuses violations des droits de l'homme ont été commises pendant l'occupation et la reconquête. Cette période d'occupation a été caractérisée par le retrait des institutions étatiques et l'inexistence des services techniques de base
cher aux populations. Ce projet qui va couvrir les 4 cercles de la région de Gao a reçu l'appui financier de la MINUSMA. Sport football, championnat national de Ligue 1 au compte de la 25e journée jouée au stade Modibo Keïta. Les 11 créateurs de Nyarela ont dominé l'ASB 1-0 et l'AS Real de Bamako a gagné devant le Mamaïra de Kati 3-0. Mamoutou Dante nous fait le point de ces deux rencontres. Après leur défaite à la finale de la Coupe du Mali contre le stade malien, les 11 créateurs avaient besoin d'une victoire pour se remonter le moral, mais aussi de confirmer leur invincibilité en championnat national de Ligue 1 cette saison. L'équipe de Nyarela s'est imposée 1-0 devant l'ASB grâce au but de Cheikh Nawagé à la 76e minute après une première mi-temps de 0 buts partout. On est dans une logique. Et comme vous le savez, depuis le début de ce championnat jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais fait de défaite. Nous devons quand même serrer les ceintures, s'entraider, être solidaires les uns les autres pour pouvoir quand même terminer la saison en beauté. C'est vrai, la Coupe du Mali, c'était un sacre. Si on l'avait, ça allait quand même réconforter nos morales. Mais la façon dont on a perdu vraiment, ça a joué pratiquement sur le mental de tous les joueurs. En matière de football, il faut se tenir à tout. Bon, on a déjà préparé notre championnat. Bon, ça va marcher. Et puis à Coup de Mal aussi, on a été éliminé en demi-finale. Bon, c'est pas grave. On prépare notre championnat l'année prochaine, Inch'Allah. C'est le match, on prépare le match. Mais il faut voir aujourd'hui, on a eu 3 à 4 occasions en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on a eu des occasions, ils ont marqué. Le match est terminé 1-0. Ainsi, l'ASB reste 12e avec 12 points et les 11 créateurs consolident leur deuxième place avec 43 points. Lors de la deuxième affiche, l'AS Real de Bamako a attendu la 66e minute pour ouvrir les scores contre le Mamara AC de Kati par Bissouma Yaboka, avant d'inscrire des autres buts par Draman Traoré et par Christophe Diallo, tous entrés en seconde période. Nous sommes d'abord très contents de faire cette belle victoire parce qu'on a vraiment eu beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui on se remet en question, voilà, on a mis 3 buts. C'est vraiment magnifique, voilà, donc on a juste travaillé à l'entraînement et puis voilà, le travail qu'on a fait à l'entraînement a payé aujourd'hui, donc nous sommes tous contents, voilà. Bon, je crois que les jeunes sont fatigués parce que si on essaie de faire une première année, l'effectif n'est pas étoffé et que les joueurs qui sont là, ils ont terminé la saison et c'est ces joueurs-là qui finissent la saison aujourd'hui. Si on essaie de voir, l'effectif n'est pas bien étoffé et cela va de soi que les joueurs, de match en match, ils se fatiguent. Avec cette victoire, l'AS Real quitte la 5e place pour la 4e place à une journée de la fin de la Ligue 1. Et le Mamara AC de Kati reste 9e avec 21 points, moins 15. Les playoffs du championnat national de basketball ont démarré hier mardi au Palais des Sports. En dames, le Djoliba AC a battu Atar Club de Kidal 66-39 et en monsieur, l'AS Real de Bamako a dicté sa loi sur le CBD de Koulikoro 171. Compte rendu à sa Soumaré. Après le top 12, place aux playoffs qui constitue la dernière phase du championnat national de basketball. Cette phase se dispute en 5 jours et l'équipe qui parviendra à remporter 3 victoires sera sacrée championne du Mali. Les affiches sont chez les dames, Djoliba Athletic Club, Atar Club de Kidal et chez les messieurs, AS Real CBD de Koulikoro. Pour la première journée, en première heure, le Djoliba Athletic Club en vert, sans son ténor Diene Bandiaï en déplacement avec les Aigles Seniors Dames, a sans surprise dominé Atar Club de Kidal 66-39. Mi-temps 34-22 pour le Djoliba. En deuxième heure, l'AS Real était face au CBD de Koulikoro. Les jeunes loups du Real, comme à l'entraînement, ont pris le devant dès les premières minutes en s'imposant à la pause 50-34. Le reste de la partie ne sera qu'une confirmation pour les garçons de Zoumana Koulibaly qui ont montré encore leur suprématie sur cette équipe de Koulikoro. Score final 100-71 pour l'AS Real. Notons que Atar Club de Kidal et CBD de Koulikoro sont les 2 premières équipes régionales à jouer le play-off du championnat national.
Avant de refermer ce journal, ces deux communiqués que nous venons de recevoir suite aux attaques contre les forces armées du Mali à Tombouctou. L'Alliance pour le Mali Maliko, APM Maliko, a appris avec consternation et amertume l'attaque contre un checkpoint à la sortie de la ville de Tombouctou ayant fait 2 morts et d'enlèvement d'équipements militaires. Le Mali Maliko, APM Maliko, présente leur condoléances les plus attristées au peuple malien, à son armée et aux familles meurtries. L'association des ressortissants de l'Éré à Bamako s'indigne de l'attaque d'un checkpoint de l'armée nationale faisant des victimes militaires, du matériel emporté et un disparu. C'était le mardi 1er septembre à 3h du matin. Il s'agit d'ennemis de la paix. Le directeur national de l'hydraulique, président de la commission gestion des eaux de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala, communique à la date du 29 août dernier, le niveau d'eau du barrage de Sélingué a été de 345,2 mètres. Aussi, compte tenu de l'importance des apports d'eau du haut bassin du Sankarani en Guinée au mois de septembre et conformément aux directives de la commission gestion des eaux de la retenue de Sélingué du barrage de Markala, la société Énergie du Mali SA a procédé à l'ouverture partielle des ventes du barrage à compter du mercredi 2 septembre. Donc c'était ce matin à 9h. Cette situation, qui se traduira par des lâchers progressifs d'eau, pourrait provoquer en aval une montée franche de niveau d'eau du Sankarani et du fleuve Niger. Par conséquent, les usagers et les populations riveraines du Sankarani et du fleuve Niger sont invités à prendre les dispositions idoines pour éviter tout désagrément. Dans la nuit de dimanche 30 août, une pluie diluvienne de 217 mm s'est abattue sur le village de Dabara, à 15 km de Kalana, commune rurale de Guanyaka, cercle de Yanfolila, faisant des dégâts matériels et des constructions en ruine. À raison des problèmes de liaison entre Bamako et Niamey, nous ne sommes pas à mesure de vous proposer ce soir les différents reportages de nos envoyés spéciaux sur la visite du président de la République. Vous pourrez suivre les temps forts de cette visite du président de la République à Niamey au Niger dans nos éditions de demain, s'il plaît à Dieu. Une page noire dans cette édition. Alidou Bouzei n'est plus. Vous êtes au courant de cela. Il s'est éteint lundi par suite d'une longue maladie à l'âge de 63 ans. Député élu à Ansongo en 2013, enseignant de carrière, Alidou Bouzei a participé à plusieurs activités de développement d'Ansongo. Les funérailles se sont déroulées et dans sa famille, c'était à Faladje. Notre reporter présent s'appelle Moussa Fane. Alidou Bouzei repose désormais au cimetière de Niamakoro. Né en 1952 à Bazi Aoussa, Alidou a fait ses études primaires à Ansongo. Il obtient son DF à Gao en 1972 et entre à l'IPEC de Direi. Ancien de carrière, il a été conseiller pédagogique au centre d'animation pédagogique d'Ansongo avant d'être élu député de la localité en 2013. Il a fait un parcours brillant, non seulement au niveau de la jeunesse, mais aussi au niveau de l'éducation nationale, et ainsi qu'au niveau de la culture. Vraiment, c'est un grand battant, c'est un cadre valable que nous perdons au niveau d'Ansongo. Les compagnons politiques de Alidou Bouzei retiennent de lui plusieurs qualités. C'est un travailleur. Malgré la fatigue qu'on sentait en lui, il n'a pas cessé d'être toujours présent aux différentes plénières à l'Assemblée nationale. Je me rappelle encore lors d'une réunion du groupe parlementaire où il prêchait, il disait « Enfants du Mali, donnez-nous la main pour trouver la solution aux problèmes qui se posent à notre pays. » C'est qu'Alidou a été pour moi non seulement un bon collaborateur, mais également un frère et que je vais regretter pour longtemps. Pour moi, Alidou est parti avec un secret, car je ne l'ai jamais vu énervé, qu'il dorme en paix. Et je souhaite que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Il laisse derrière lui 4 vives, 6 enfants et des compagnons inconsolables. Voilà, dort en paix, honorable Alidou Bouzei. Ainsi va la vie, nous prions juste
qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son paradis éternel. Demain, 10h, 13h, Kadiatou connaît les éditions du soir seront présentées par moi-même, s'il plaît à Dieu. Excellente nuit à tous. Au revoir.